Voilà le troisième cours de cette troisième vidéo de ce 14e cours sur la propriété, l'entreprise, les corps professionnels. Troisième et dernière vidéo. Alors, nous avons vu dans le cours sur l'autorité que toute société doit être réalisée par une autorité. Or, l'entreprise étant une société, il en sera de même pour celle-ci. Il faut donc, pour réaliser l'entreprise, une autorité qu'on appelait autrefois le patron. Donc, qui vient de père, patron, pater, patrice, certainement parce que les entreprises ont commencé par être familiales. Aujourd'hui, on dit plutôt chef d'entreprise. D'après ce même cours sur l'autorité, nous avons vu que pour bien réaliser l'entreprise, il faut un chef d'entreprise personnel et responsable de ses décisions. À cette solution d'un chef d'entreprise personnel et responsable de ses décisions s'opposent trois systèmes. Premièrement, le système capitaliste qui remplace le chef d'entreprise personnellement responsable de ses décisions par l'ensemble anonyme des apporteurs de capitaux. C'est une stupidité, on l'a vu, d'identifier capitalisme et patronat. Le capitalisme a supprimé le patronat en remplaçant le patron personnellement maître de son entreprise par l'ensemble anonyme des apporteurs de capitaux. Deuxièmement, ce qui s'oppose, le système anarchiste qui voudrait donner l'autorité à tout le monde. Alors là, c'est ce qui revient purement et simplement à supprimer l'autorité. Et c'est le bazar complet, hein, c'est le chaos, pour parler plus. Troisièmement, le système collectiviste, où le chef d'entreprise n'est plus qu'un fonctionnaire nommé par les administrations, prisonnier des règlements, n'ayant plus aucune initiative ni pouvoir de décision, réduit à l'état d'automate. Alors, contre ces trois erreurs, il faut restaurer l'autorité personnelle du chef d'entreprise et maître et responsable de ses décisions. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, comme on l'a vu, ce sont plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour accomplir un même travail avec chacun sa tâche propre et complémentaire. Il y a donc forcément une unité d'organisation. Et à toute unité d'organisation, il faut un principe unique d'organisation, on l'a vu, car même s'il y en avait seulement deux, il faudrait encore trouver un principe unique de ces deux pour que leur tâche ait une unité d'organisation, hein, bien sûr. À toute entreprise, aussi vaste soit-elle, il faut donc un seul chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il soit maître, qui devra être d'autant plus capable et compétent que le travail sera complexe. C'est-à-dire qu'il soit un chef qui soit responsable pour prendre les bonnes décisions au moment voulu, c'est-à-dire pour bien diriger l'affaire dans son unité d'organisation et de fonctionnement, de manière à ce qu'elle atteigne au mieux son but, qui est la satisfaction de la clientèle et des travailleurs, vous vous rappelez, hein ? On voit ainsi comment cette bonne conception du chef d'entreprise s'oppose au système que l'on vient de noter, c'est-à-dire capitaliste, anarchiste et collectiviste, où il manque en même temps l'unité de direction et la compétence, puisque ceux qui dirigent chez les capitalistes sont les apporteurs de capitaux, chez les anarchistes, chacun selon son humeur et ses passions, et chez les collectivistes, des règlements idéaux trop souvent inadaptés aux situations réelles et des responsables complètement irresponsables. Il appartient donc à un seul responsable de décider, mais nous avons vu dans le cours sur l'autorité que s'il appartient à l'autorité de décider, elle doit cependant le faire selon la situation réelle des choses
et non du haut de son esprit, selon la situation réelle des choses et surtout des personnes. Elle aura donc à consulter tous ceux qui sont concernés, directement ou indirectement, tenir compte de tous les avis, dans une période de délibération et de conseil. Nous avons vu comment cela devait se passer en évitant les excès d'un côté et de l'autre. Ce point est si capital, le cas de dire, qu'il a été défini par Jean XXIII, le pape, dans son encyclique Mater et Magistra. Il est très important que le chef d'entreprise consulte ses collaborateurs, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. Dans la petite entreprise composée de quelques ouvriers, cela se fait spontanément dans les conversations autour du travail. Dès que l'entreprise devient plus importante, le chef d'entreprise doit se faire assister par un conseil, constitué dans la moyenne entreprise par l'ensemble des travailleurs et dans la très grande entreprise par des délégués ou représentants élus par l'ensemble des travailleurs. Vous voyez ? Si on veut que tous aient à cœur les problèmes de l'entreprise, il est important que tous soient au courant de la situation financière, au moins générale. Cela est important aussi pour éviter des revendications inutiles, car si les dirigeants agissent dans la transparence, comme on dit aujourd'hui, les travailleurs de l'entreprise peuvent constater par eux-mêmes que leurs revendications éventuelles sont impossibles à satisfaire. Ou possibles, ça dépend des cas. Évidemment, là c'est dans le cas des revendications. Évidemment, cela est rendu pratiquement impossible avec ces syndicats marxistes qui n'ont pas d'autre but que la destruction de l'entreprise en introduisant la haine et la division entre les travailleurs et les dirigeants. La division, c'est la corruption, et la corruption, c'est la mort. Bon, on critique beaucoup le marxisme et la CGT, les mouvements communistes. C'est vrai qu'ils nous ont apporté certaines choses. Ils ne sont pas foncièrement destructeurs dans le sens où il y a quand même quelque chose qu'il faudrait étudier de près. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et premièrement, est-ce que la CGT, par exemple, je cite la CGT, ça peut être d'autres. Il y a Force ouvrière aussi, je crois, que dans ce cas-là. Bon, il faudrait voir si c'est bien dans le cas où on dit que la CGT, ces syndicats ont apporté quelque chose, syndicats d'origine marxiste, ont apporté quelque chose. Il faut déjà vérifier si c'est bien eux qui l'ont apporté ou si c'est pas un ensemble de syndicats de toutes sortes. Et deuxièmement, il faut quand même qu'ils existent. Si les syndicats ne font que revendiquer, qu'ils n'obtiennent rien des revendications, ils n'auront plus d'adhérents. Donc il faut quand même il faut qu'ils jonglent. Mais le fond de la doctrine, si vous voulez, on le verra dans le cours sur le marxisme, c'est quand même la haine. Moi j'ai un exemple, c'est un exemple sur le vif, c'est pas un enseignement doctrinal, mais une personne qui travaillait dans une entreprise, une femme, était dans les bureaux et qui disait il y avait une atmosphère familiale, tout le monde s'entendait très bien, il y avait une bonne entente entre tous, jusqu'au jour où un de ces syndicats est arrivé, et puis ça a mis le bazar partout, ça a mis le désaccord entre tout le monde, pas seulement entre les ouvriers et le patron, mais aussi entre les ouvriers. Il dit qu'avec l'arrivée de ces syndicats, l'ambiance a complètement changé et c'est devenu pas du tout agréable à vivre. Donc, qu'ils aient apporté des choses, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'ils ont peut-être pas leur but, mais la mentalité, si on peut dire sous-jacente, c'est que c'est l'introduction de la haine dans la lutte des classes, la haine du riche
contre l'ouvrier, enfin la haine du patron contre l'ouvrier, et la haine de l'ouvrier contre le patron. Il est extrêmement important et de toute urgence de retrouver cet esprit originel de famille dans les entreprises, de même d'ailleurs que dans la politique, hein. Cet esprit de famille si nécessaire au bon fonctionnement et à la bonne organisation de tout ensemble, car les choses ne se font jamais mieux à plusieurs que quand on s'aime, hein, ça se comprend, et on ne s'aime jamais mieux que dans un véritable esprit de famille. Bon, alors évidemment c'est un travail, hein, ça vient pas comme ça, quelque chose qu'il faut essayer d'établir le mieux possible. Moi j'ai un cas dans ma famille où mon papa était communiste, hein, acharné, hein. Il a été ouvrier longtemps et il est devenu patron et il a gardé ses idées quand même de partage avec les ouvriers. Il est resté assez honnête. Bon. Enfin, il y avait toujours en arrière-plan, moi à l'époque, je voyais ça de loin, j'étais pas dans le parti, mais il y avait quand même cette haine tout le temps de vouloir, hein, il faut. Ce désir d'éliminer toutes les têtes qui dépassent, vous voyez. Et c'est idiot, parce que le chef d'entreprise, il est aussi utile, sinon plus, que les ouvriers. On le voit d'ailleurs quand il y en a qui ont mis la clé sous la porte, ben, l'entreprise a fermé et les ouvriers ont été obligés de partir, hein. C'est ce qu'on peut leur dire d'ailleurs. On peut leur dire, ben, si vous pensez que ça va mieux avec vous qu'avec le patron, ben, montez vous-même votre entreprise et puis essayez de travailler comme ça. Et ils se rendront vite compte qu'ils le savent de toute façon, hein, qu'il faut nécessairement un chef et qu'il soit principe d'unité, comme on vient de le dire, et qui est aussi important, sinon plus important que... Enfin, tout le monde est important, disons. Il faut, c'est comme dans un corps, hein, il faut une diversité de fonctions, de structures, mais il faut aussi un principe d'organisation. Bon, ça c'est pas évident non plus, on en a parlé dans notre cours sur l'âme. Pour aujourd'hui, justement, les matérialistes, c'est pareil, ils pensent qu'on n'est que composé de matière et un ensemble de fonctionnements complexes, alors qu'il faut un principe d'unité à tout cet ensemble, sinon c'est comme ceux qui parlent, bon je fais une petite digression, mais comme ceux qui recherchent l'intelligence, qui font des recherches sur l'intelligence artificielle et qui pensent que bientôt un ordinateur pourra être équivalent à un être humain. Alors que c'est pas possible, il faut que l'ordinateur il ait ce sujet, le sujet pensant, et qui dit moi, qui dit c'est moi qui pense, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, qu'il n'aura jamais l'ordinateur. Parce que on l'a vu, il faut que ce soit un principe comme l'âme, et ça l'homme il ne peut pas le faire. Alors il peut copier certaines les fonctions, etc. On rentre ça d'un côté, c'est vrai que l'homme fonctionne beaucoup comme ça, hein. Il a des arrivées extérieures, comment on dit, des stimuli, on dit aussi en psychologie. Il réagit à chaque fois en fonction de ce qu'il reçoit de l'extérieur, mais c'est pas le tout n'est pas là, c'est pas un fonctionnement action-réaction, c'est un être qui a son unité et qui réagit ou ne réagit pas. Alors l'homme, il a la liberté, s'il ne veut pas réagir, il ne réagit pas, et il n'est pas automatique. Et ça, l'ordinateur ne l'aura jamais non plus. Vous voyez, à toute organisation, plus ou moins complexe, il faut toujours un principe d'organisation, un principe d'unité, dès l'instant où l'être est dans l'unité. Évidemment, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas besoin de principe d'unité. Alors, donc on disait, les choses ne se font jamais mieux à plusieurs que quand on s'aime, et on ne s'aime jamais mieux que dans un véritable esprit de famille. On dirait qu'il y a des familles qui ne s'entendent pas. Bon. On parle du cas, toutes choses égales par ailleurs. Hein. En principe, dans
vie de famille, on s'aime. Les statistiques elles-mêmes ont révélé que le travail se faisait d'autant mieux que les travailleurs étaient heureux. Voilà. Et quoi de plus favorable à la joie dans une entreprise que quand le chef d'entreprise se conduit comme un vrai père, qui n'a en vue que le bien de ses enfants, et quand les travailleurs voient leur chef comme un père très honorable, voilà, le respect aussi, hein, en qui ils peuvent avoir confiance parce qu'ils connaissent sa volonté de leur vouloir du bien et travaillent entre eux comme des frères. Voyez, je crois que je disais chez Michelin, je crois qu'il y avait une époque, il y avait un certain, bon, on appelait ça aussi paternalisme, peut-être dans un sens un peu péjoratif, mais vous voyez, l'important c'est comme dans tout, hein, il faut s'aimer. Et même dans un corps, comme un corps humain, les organes, ils ne sont pas sujets d'amour en tant que tels, mais ils ont des comportements qui ressemblent à l'amour, comme dans une volonté, entre guillemets, de travailler tous ensemble les uns avec les autres pour le bien de l'ensemble, le bien du sujet. Le marxisme, sous couvert d'unir les ouvriers entre eux, ne travaille qu'à leur malheur en les privant de la paternité nécessaire de ce chef d'entreprise, en les rendant en même temps patricides et orphelins. D'où l'urgente nécessité de retrouver dans les entreprises cet esprit de famille qui existait en certains endroits avant l'arrivée de ces syndicats destructeurs. Donc, le chef d'entreprise doit s'entourer d'un conseil qui lui rende compte de tous les avis, mais ce conseil n'aura jamais qu'un rôle consultatif. Le chef d'entreprise doit toujours demeurer maître et responsable de ses décisions pour les raisons qu'on vient de donner. Alors un problème dont on peut parler maintenant, c'est celui du recrutement de ce chef. Avant de parler des différents modes de désignation, il faut noter que, quel que soit le mode de désignation, il faudra toujours exiger du candidat un diplôme garantissant ses capacités à diriger une entreprise. Cela existe déjà dans la profession pharmaceutique parce que la santé des gens est en cause, mais il faudrait que cette pratique s'étende à toutes les professions. Bon, diplôme ou certificat de capacité par ailleurs. Moi, je suis pas trop. Moi, n'ayant pas eu de diplôme, je suis pas contre, mais je l'ai dit, j'étais commencé en menuiserie charpente. On avait une école à côté. Moi, j'ai commencé dans l'entreprise. Il y avait une école à côté et on commençait tous à 15 ans, quelque chose comme ça. Et à 18 ans, certains élèves de ces écoles venaient travailler à l'entreprise, au moins pour un temps, et on voyait la différence. Nous, on savait travailler, bon, pas complètement, mais alors qu'ils en étaient encore au tout début. Les diplômes sont bons dans la mesure où la formation a été bien menée. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'un diplôme délivré après examen oral et écrit, passé devant des personnes incompétentes désignées par l'État, d'une théorie trop loin de la réalité pratique. Voilà, alors on précise. Cette exigence de capacité réelle du chef d'entreprise suppose le régime corporatif, car personne n'est personne n'est mieux à même de délivrer un diplôme de capacité de chef d'entreprise que le corps professionnel, qui lui est en plein dans le réel de la vie quotidienne pour adapter les justes théories à l'expérience. Voilà, oui, je ne me rappelais plus que on avait mis ça comme ça. Il faut dire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai déjà donné ces cours il y a quelques années, donc tout n'est pas dans la mémoire. Alors, il s'agira d'épreuves pratiques en même temps que théoriques de stage où l'on pourra constater la valeur du candidat dans les différents domaines de la profession en question
c'est-à-dire, comme on dit, au pied du mur. Si le chef d'entreprise possède les qualités requises, le mode de désignation devient secondaire. On peut tout de même en noter 4. En régime capitaliste, ceux qui désignent le chef d'entreprise, ce sont les apporteurs de capitaux. En ce cas, même si le chef désigné a les qualités requises, le système est mauvais parce que sa compétence devra s'appuyer à l'incompétence des apporteurs de capitaux. Ouais. Deuxièmement, dans une entreprise coopérative ou communautaire, le chef est élu par l'ensemble des travailleurs, ce qui peut être très dangereux si le candidat n'a pas le diplôme ou du moins la capacité, car il peut séduire par de belles promesses, auxquelles d'ailleurs il peut croire lui-même sincèrement, sans avoir le répondant nécessaire. Ce serait plus facilement le cas dans de grandes entreprises dans lesquelles le chef est moins proche des ouvriers et peut plus aisément les séduire par de belles promesses. Vous me direz, ça ne dure pas, mais bon, ça peut quand même apporter des sérieux dommages. Dans de petites équipes d'hommes, par contre, ça peut être un bon mode de désignation, même sans diplôme, car il n'y a rien de tel que le jugement d'un professionnel pour reconnaître les capacités d'une personne à être chef. Troisièmement, la domination par autorité supérieure. Si cette autorité à l'État n'est pas à souhaiter, car le chef d'entreprise deviendrait dépendant de l'État et de ses bureaux, et on rejoindrait là le régime totalitaire avec toutes les dégénérescences de l'organisation administrative. Et même la désignation par n'importe quelle autorité, comme le corps professionnel, ne conviendrait pas, car l'indépendance nécessaire du chef d'entreprise serait remise en cause. Quatrièmement, un mode de désignation qui a pour lui une expérience des dizaines de fois séculaire, quasi naturelle, c'est celui pratiqué par le fondateur de l'entreprise lui-même, qui en est en même temps le chef, et ensuite par le chef d'entreprise successeur, car personne ne sait mieux que lui si son entreprise fonctionne bien, les qualités qu'il faut pour diriger l'entreprise. Certains objecteront qu'il peut désigner comme successeur son fils ou son gendre, qui peut mener l'entreprise à sa perte si le diplôme dont on a parlé n'est pas exigé. Mais s'il l'est, cette solution de continuité de l'entreprise familiale n'a que des avantages. Voilà donc sur ce sujet de la désignation du chef d'entreprise. C'est beau, hein? Reste un dernier point, c'est celui du capital, c'est-à-dire des moyens matériels dont l'entreprise a besoin. Le terrain, les bâtiments, les machines, les outils, la matière première, le stockage des marchandises pour le roulement. Il est évident que le capital est indispensable. Reste à savoir comment l'entreprise va s'en procurer. Nous avons deux cas simples et un complexe. On a d'abord l'entreprise patronale classique, où le capital est fourni par le chef d'entreprise. Sous réserve de ce qu'on a dit précédemment, la solution est bonne, car alors le chef d'entreprise est doublement intéressé à la prospérité, à la fois comme chef d'entreprise et comme apporteur du capital. Voyez. Deuxièmement, viennent ensuite les entreprises coopératives ou communautaires où le capital est fourni par l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. Solution excellente puisqu'elle intéresse davantage tous les travailleurs à la prospérité de l'entreprise.
Troisièmement, reste le cas complexe où des capitaux importants sont fournis par des éléments étrangers à l'entreprise. Les apporteurs de capitaux rendent service en fournissant le capital dont l'entreprise a besoin, mais cette solution entraîne, on l'a vu, en contrepartie des droits sur l'entreprise pour les apporteurs de capitaux. Quels sont ces droits? Premièrement, il est évident qu'ils ont le droit à la conservation de leur capital. Deuxièmement, puisqu'ils fournissent un instrument dont l'entreprise a besoin, ils ont droit à une partie des fruits de l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle le revenu du capital. Donc, le revenu du capital est quelque chose de juste, à condition qu'ait d'abord été assuré le juste gain de tous les travailleurs. Car du fait que le capital est un instrument qui sert au travail, il doit être subordonné au travail, et donc aussi au but du travail, qui est, avec celui des clients, le bien-être des travailleurs. Vous vous souvenez, sous cette réserve, le revenu du capital est quelque chose de juste, car l'apporteur de capitaux a le droit de profiter de ses fruits. C'est comme si j'apprêtais un verger de cerisier à un ami, j'aurais droit à une partie de la récolte. Il faut alors là distinguer le revenu du capital, qui est quelque chose de juste, pour les raisons que l'on vient d'exposer, avec l'intérêt d'emprunt, qui a été condamné comme une forme du péché d'usure par tous les pères et docteurs de l'Église et par le pape Benoît XIV dans son encyclique Vix Pervenit. L'intérêt d'emprunt, c'est un intérêt que l'on demande simplement parce qu'on a prêté de l'argent sans qu'il ne produise rien, qui est simplement dépensé, comme par exemple par un ami qui part en vacances. Le prêt ne sert qu'à être dépensé sans rien rapporter. Réclamer un intérêt dans ce cas est quelque chose de condamnable. C'est ce qu'on appelle le péché d'usure. Alors il y a deux exceptions, selon saint Thomas, à ce péché d'usure qu'il appelle en latin damnum emergens et lucrum crescens en latin. Le damnum emergens, si je prête de l'argent et que à cause de ce prêt je subis un détriment, j'ai évidemment droit à un dédommagement. Le lucrum crescens, si en prêtant de l'argent je me prive d'un gain, j'ai aussi droit à un dédommagement. C'est une précision intéressante par rapport à ce péché d'usure et qui en diminue le risque, surtout aujourd'hui, où le cas est devenu fréquent. En effet, dans les mœurs économiques et financières actuelles, quand on a une somme importante, on ne la laisse pas dormir dans un coffre-fort ou un bas de laine, comme autrefois. On investit comme capital dans une entreprise. Et donc, si je prête une somme, je me prive par là du revenu que j'aurais pu en tirer en l'investissant comme capital dans une entreprise. Et donc, j'ai droit à toucher un intérêt équivalent à ce qu'aurait été ce revenu. Par conséquent, dans les mœurs économiques et financières du monde actuel, l'intérêt d'un prêt devient généralement légitime, à condition que le taux de cet intérêt ne dépasse pas le revenu normal d'un capital investi dans une entreprise. On voit ainsi clairement à quoi se limitent les droits des apporteurs de capitaux. La réponse à la question qu'on vient de se poser. Tout simplement à ce prêt. Et quand on dit dans le régime capitaliste qu'ils ont l'autorité dans l'entreprise, c'est complètement faux, comme on l'a dit tout à l'heure, car cette autorité n'appartient en réalité qu'au chef d'entreprise. Tout à l'heure ou dans une vidéo précédente. L'argument que l'on donne en ce sens en général est que les apporteurs de capitaux sont propriétaires de l'entreprise. C'est encore complètement faux. Ils sont propriétaires du capital qu'ils ont fourni.
pas de l'entreprise, qui est une communauté d'hommes utilisant ce capital. Malheureusement, avec ces fausses opinions, on est arrivé en régime libéral à ce que les entreprises ayant besoin de capitaux aient dû se plier aux conditions imposées par les apporteurs de capitaux, et le résultat, c'est que le profit des capitaux est devenu le but et les besoins de la clientèle et des travailleurs un moyen au service de ce but. Vous voyez, ça va plus du tout là. On met le chariot avant les bœufs. Hein, c'est marcher la tête en bas et les pieds en l'air parce que la nature des choses est que le capital soit un instrument et un moyen. Et le but, les besoins de la clientèle et le bien-être des travailleurs. Hein, on l'a bien compris maintenant. L'ordre est renversé et c'est alors le désordre et l'anarchie. On ajoute encore un point concernant le problème du capital, qui se trouve dans l'encyclique Mater et Magistra de Jean XXIII. C'est que les fruits de l'entreprise ne sont pas seulement partagés entre le gain des travailleurs et le revenu du capital. Il y a aussi de ces fruits qui sont investis dans des accroissements de l'entreprise. En régime capitaliste, ces accroissements de l'entreprise ont pour seul propriétaire les apporteurs de capitaux. Ce qui est injuste, car si ces accroissements de l'entreprise sont dus pour une part à l'instrument que constitue le capital, ils sont dus aussi au travail des hommes qui ont utilisé ces instruments. Donc ce qui serait juste, c'est que les apporteurs des capitaux soient seulement propriétaires du capital initial qu'ils ont apporté, mais que les accroissements, la propriété des accroissements soit répartie entre les travailleurs, d'une part, et les apporteurs de capitaux, d'autre part. Ce sera en même temps un moyen de les faire accéder tous les travailleurs à la propriété de l'entreprise, ce qui serait souhaitable, comme on l'a vu tout à l'heure, en ce sens qu'ils deviennent plus coopératifs, plus participants. Nous avons terminé avec l'entreprise et nous terminons maintenant ce thème des corps professionnels dont on a dit l'essentiel la dernière fois. La raison d'être des corps professionnels est la solidarité entre tous ceux qui exercent une même profession, pour lesquels il y a donc un bien commun, sinon ils ne s'associeraient pas entre eux. C'est connu entre les... C'est un excellent moyen de favoriser la solidarité, la même profession et souvent aussi la même origine de pays. Quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, la première question qu'on pose, discrètement, qu'est-ce que vous faites et d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Nous ne traiterons pas, et puis si c'est quelqu'un qui est du même pays en plus que la même profession, on sent tout de suite une connivence. Il n'y a pas que la profession, vous savez, si vous faites du cheval ou de la moto ou de la montagne, il y a tout de suite une connivence qui s'établit du fait qu'on a les mêmes intérêts, les mêmes passions même des fois, ou le sport, etc. Nous ne traiterons pas dans l'organisation de ces corps professionnels car nous avons vu la dernière fois qu'elle est variable d'une profession à l'autre, selon les besoins réels et les solidarités réelles. Nous ne traitons maintenant que des fonctions des corps professionnels. Elles sont relatives aux deux finalités qui sont, on le rappelle, premièrement, les besoins de la clientèle et deuxièmement, le bien-être des travailleurs. Les besoins de la clientèle, c'est de lui procurer un bon produit et un loyal service à un juste prix. Le corps professionnel est seul compétent pour établir les règles déterminant la qualité des produits vendus ou des services rendus.
Quant au juste prix, on a vu qu'il doit résulter de conventions collectives entre les associations intéressées. Les besoins de la clientèle réclament, pour être de mieux en mieux servis, le progrès technique. Il appartient donc au corps professionnel de promouvoir le progrès technique. En régime capitaliste, seules les très grandes entreprises ont les moyens de financer le progrès technique et les petites entreprises restent arriérées sur ce plan. Bon, c'est pas général, mais c'est pas absolu, mais ça peut être général. En régime corporatif, le corps professionnel peut avoir les moyens, grâce aux contributions de tous, de financer les laboratoires et les ateliers permettant le progrès technique. Les petites entreprises à l'échelle humaine seraient alors en mesure d'être à l'avant-garde de ce progrès, ce qui contribuerait beaucoup au bien-vivre. Les besoins de la clientèle comportent aussi l'information de ce que la profession peut lui fournir, et il est évident que la publicité faite corporativement serait beaucoup moins onéreuse que celle faite par des entreprises en concurrence. De même, seul le corps professionnel est compétent pour délimiter les dimensions des entreprises en fonction des exigences de la technique, et également pour délimiter l'ensemble des travaux techniquement dépendants et solidaires les uns des autres qui doivent s'accomplir dans le cadre de la profession. Il faut encore délimiter le nombre des entreprises en fonction des besoins réels de la clientèle. Et cela, seul le corps professionnel est compétent pour le faire. Vous voyez ? Par exemple, dans une ville, il faut 20 boucheries pour satisfaire tous les besoins de la population, à peu près. Cela veut dire qu'avec 20 boucheries, la viande sera vendue à un juste prix. Tout le monde pourra en acheter suffisamment. Et les travailleurs de la boucherie gagneront de quoi vivre. Voyez ? Si en régime libéral il se forme 40 boucheries, il y aura trop de ventes par rapport à la demande et les bouchers ne s'en sortiront pas. S'ils s'en forment 10, les bouchers auront du travail, mais les habitants n'auront pas assez de viande et elle sera certainement trop chère. Il devrait appartenir à la corporation des bouchers de la ville de délimiter leur nombre d'après l'expérience qu'ils auraient des besoins. Et enfin, pour assurer ce qu'il faut pour la clientèle, les entreprises ont besoin de matières premières. En régime libéral, une entreprise qui a des moyens suffisants pour faire entrer toutes les matières premières du marché, les stocker et ruiner ses concurrents. Bon, attendez, je vais redire la phrase. En régime libéral, une entreprise qui a des moyens suffisants pour faire entrer toutes les matières premières du marché, les stocker et ruiner ses concurrents. En régime libéral, bon, j'ai mal tourné là. Une entreprise en régime libéral qui a des moyens suffisants pourra faire entrer toutes les matières premières du marché, les stocker et ruiner ses concurrents. En régime corporatif, le corps professionnel devrait avoir des centres de recherche et de répartition de la matière première. Vous voyez, et puis l'économie qu'on fait aussi comme ça. Hein. Dans le régime libéral, on produit, et puis toutes les pertes qu'il y a, parce qu'on c'est pas produit de façon rationnelle en fonction des besoins des gens, c'est produit pour le meilleur gain
éventuellement on a peur qu'il manque, et puis on produit plus, et puis le surplus, on le fiche en l'air. On est mieux jeter et gagner beaucoup d'argent que calculer ce qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on arrive. On ne parle pas de l'écologie, là, c'est très à la mode en ce moment. Mais voilà, là on a des indications pour remédier à ce problème d'écologie, dans le sens où, de problème de pollution, dans le sens où si les choses sont mieux régies, mieux organisées, ben, ça se fera ça sera plus rationnel et il y aura moins de pertes, il y aura moins de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Pareil qu'on jette, on est tous au courant, hein, les supermarchés jettent des produits qu'on n'a même pas le droit d'aller chercher parce que ça leur enlèverait. Alors ils donnent ça quand même, souvent ils donnent ça aux associations caritatives. Bon, c'est déjà une bonne chose. Mais pour dire que, bon, c'est pas facile non plus, hein, le commerce de calculer juste, comme les légumes et les fruits par exemple, qui n'ont pas une grande fourchette de temps pour être écoulés, produits écoulés. C'est pas facile, hein. Bon. Après ça, c'est aux compétences de chacun à gérer les choses au mieux. Vous voyez l'idée là, d'abord le but, toujours, pour déterminer les choses, toujours, hein, les 4 causes, hein, le but, et là, en premier dans les causes, le but, et c'est lui qui va... Et donc là, on a vu, le but, c'est le bien-être, la satisfaction de la clientèle et le bien-être des travailleurs. Passons maintenant au bien-être des travailleurs. Tiens, justement. Il faut d'abord former ces travailleurs et le corps professionnel est très intéressé à la bonne formation des travailleurs de la profession, évidemment. C'est pourquoi on a souhaité dans le cours sur l'école que les corps professionnels aient la gestion des écoles professionnelles. Ce qu'on a chez les compagnons du Tour de France, vous savez, hein, c'est la meilleure formation dans les métiers du bâtiment principalement. Cela suppose encore un patrimoine corporatif formé par les subventions de tous. Les corps professionnels auraient aussi en charge l'orientation des élèves selon les quotas nécessaires en chaque profession. C'est donc à eux que reviendrait tout naturellement la responsabilité du recrutement. Il devrait se passer dans les meilleures conditions puisque les élèves auraient été formés selon les besoins réels du marché. Bon, je ne dis pas qu'on ne le fait pas aujourd'hui, mais ça serait quand même mieux fait par des professionnels que par des gens qui sont extérieurs au milieu professionnel. Il ne devrait donc pas ainsi y avoir du chômage, le corps professionnel assurant la sécurité de l'emploi avec des offices professionnels de placement et des règles concernant l'embauchage et le débauchage. Il s'occuperait aussi du reclassement des travailleurs quand les besoins faisant appel à une profession diminueraient, tandis que d'autres augmenteraient. Le corps professionnel aurait encore à charge les conditions humaines de travail du point de vue hygiénique et moral en établissant les règles. Reviendra également à ses compétences la délimitation du temps de travail en fonction de la nature du travail. Il est absurde que cela vienne de l'État par une loi uniforme pour toutes les professions. Ce qui irait bien pour un travail en plein air, à la campagne, ne serait pas du tout adapté aux mineurs travaillant au fond de la mine. Bon, ça se trouve plus trop maintenant. C'est un exemple pour faire ressortir ce point. Ensuite, le corps professionnel aura encore à assurer avant tout, par les conventions en vigueur dans le corps professionnel concerné, à tous les travailleurs le juste gain, bien sûr. Il lui reviendra le souci d'assurer à tous les travailleurs des secours en cas de maladie et d'accident,
et une retraite pour leur vieillesse. Ainsi, par la division de ces responsabilités en ces divers corps professionnels, on ramènerait à des dimensions plus humaines ce monstrueux organisme centralisé, administratif, d'une sécurité sociale pour tout un pays, plus propre à un régime totalitaire, avec sa dégénérescence administrative, l'automatisme de sa réglementation dans l'ignorance de la réalité des besoins. Hein? Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait un peu de besoin, il était dans une situation assez serrée, il avait besoin d'un peu plus de revenus, et il a demandé le RSA qui lui a fourni plus que ce qu'il avait besoin. Mais bon, il l'a pris, hein. Et il a trouvé de quoi le dépenser, évidemment. Vous voyez, dans des organisations plus proches des besoins des gens, on peut dire, là j'ai des difficultés, si je pouvais avoir, je sais pas moi, 100 € par mois pendant tant de temps, hein, plutôt que de dire, on va déterminer, à l'époque c'était je sais plus combien, 300 € et quelques, hein, ou 400 €. Des caisses corporatives délimitées localement et professionnellement seraient plus ajustées à la connaissance personnelle des intéressés, tout en, quelque chose de réglementé, quelque chose de vécu plus proche des gens, mais tout en même temps en comprenant les gens et en essayant de les aider, pas dans le sens où il faut brider au maximum les besoins des gens, vous voyez. C'est un équilibre à trouver, hein, toujours pareil, entre le trop et le pas assez. À l'objection de la petitesse des caisses pour faire face à tous les problèmes locaux, il faut répondre, comme on l'a déjà fait, fédération et confédération. Enfin, les corps professionnels auraient à assurer l'avancement dans la hiérarchie professionnelle en délivrant les diplômes nécessaires selon les capacités réelles, y compris le diplôme de chef d'entreprise dont on a parlé, car seul le corps professionnel est compétent pour délivrer les diplômes concernant les différents degrés dans la hiérarchie professionnelle. Bon, là, évidemment, ce dont on parle depuis un petit moment, là, des corps professionnels, dans la mesure où ils sont bien dans le métier, où ils connaissent bien leur affaire, parce que c'est pareil, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément, ils ne font pas forcément du bon travail en étant professionnels. Pour préparer ces diplômes, il faudrait des temps d'études et des stages que le corps professionnel devrait pouvoir financer, et nous retrouvons là encore la nécessité d'un patrimoine corporatif obtenu par les subventions de tous. Voilà donc les fonctions des corps professionnels relativement aux deux finalités que sont les besoins de la clientèle et le bien-être des travailleurs. Il appartiendrait encore au corps professionnel d'assurer la paix et la justice dans l'exercice de la profession, et pour cela il faudrait des tribunaux professionnels, qui d'ailleurs existent déjà pour une part avec les tribunaux de commerce et les conseils de prud'homme. Bien entendu, ces tribunaux professionnels ne jugeraient qu'en première instance, l'appel devant toujours être possible dans des juridictions supérieures. Voilà en ce qui concerne ce cours sur la propriété, l'entreprise et les corps professionnels. Alors on peut ajouter, c'est pas dans ces cours, mais j'ajoute moi-même, il y a cette histoire de croissance là. La finance c'est quelque chose de compliqué, de complexe. Mais on en revient d'ailleurs. En ce moment, on a l'impression on veut donner l'impression que tout va bien quand il y a une bonne croissance. Mais une croissance, c'est quoi? C'est des finances, des gens de la finance d'ailleurs l'ont signalé. Une croissance, c'est comme pour ça doit se passer comme pour un animal, un être vivant. Il y a une croissance quand l'être est petit,
il doit avoir une croissance jusqu'à ce qu'il arrive à la maturité, mais une fois qu'il est arrivé à la maturité avec tout ça dont il a besoin pour vivre ce qu'il a à vivre dans sa vie d'être selon sa nature, il n'y a pas de raison qu'il croise. Vous voyez, un lapin, par exemple, il va pas croître jusqu'à devenir avoir 10 mètres, 100 mètres de haut. Et ça n'a pas de sens, cette histoire. Je crois que c'est encore un des travers du libéralisme. Il faut toujours croître. Ce qu'il faudrait, c'est arriver. Alors, c'est vrai que la population croît, donc il faut qu'il y ait une certaine croissance de ce qui va satisfaire ses besoins, mais la croissance en soi, c'est pas un but, vous voyez, toujours pareil. Ce qu'il faut chercher, c'est le but principal qui est la satisfaction, enfin le bien-être des maisons, le but principal, que ce soit la clientèle ou les ouvriers. Et donc, il faudrait revenir à cette croissance illimitée, qui d'ailleurs est cause, je pense, en grande partie de toutes ces surcharges de déchets, etc., qui nous polluent, tant du point de vue de l'atmosphère que du point de vue des détritus qu'on ne sait plus où mettre, souvent. Et donc voilà, arriver à... on peut revenir à l'exemple du village, un village qui a un certain nombre d'habitants. Bon, il a des besoins, et chacun, l'ensemble, va essayer de pourvoir aux besoins de chacun. Et ces besoins ne vont pas croître indéfiniment. Et il y a aussi un état d'esprit à retrouver, qui est, alors ça, c'est vrai que ça dépend du régime athée ou religieux dans lequel on vit. Alors, dans un régime athée, c'est sûr que la vie n'est que sur la terre et profitons-en au maximum pendant qu'on est vivant. Donc, et on sait que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est d'être ordonné au bien final qui est Dieu, et donc qui est de se servir des biens de cette terre en vue de ce bien final, dans une mesure raisonnable, c'est-à-dire pas en se privant nécessairement parce qu'on est en voyage, mais pas non plus en s'accroissant indéfiniment, d'autant plus qu'on le sait, les biens matériels ne font pas le bonheur, ils y contribuent en partie, mais... Donc, revenir de cette idée de croissance que tous les politiques disent, que tous les politiques déclarent comme le meilleur indice de bonne santé d'une nation. Alors c'est vrai que si ça croît, ça fournit du travail, les entreprises gagnent plus d'argent, etc. Mais plus, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut c'est arriver à un état où on est heureux. Et on a ce qu'il faut pour vivre et pour vivre sur cette terre et accomplir la tâche qu'on a à y accomplir et bien se préparer à la vie future. Mais alors ça, c'est sûr que pour revenir à ça, il y a du travail. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Il y a aussi, à propos de ces corporations-là, on n'en parle pas ici, mais je l'ai noté un petit peu. À un moment, ces régimes corporatifs étaient soutenus à certaines époques en parallèle par des confréries religieuses, catholiques, où il y avait la prière avait une part importante, et peut-être pas l'obligation, mais la nécessité, la convenance de vivre une vie chrétienne, ne serait-ce que pour ce fait dont on a parlé, qu'une entreprise marche mieux quand les gens s'aiment, et la doctrine catholique, il n'y a pas mieux pour promouvoir
non seulement par l'enseignement, mais aussi par les sacrements qu'on a dans l'Église catholique pour vivre cet amour entre nous, ce qui n'enlèvera pas tous les problèmes, mais ça va quand même mieux quand on a la grâce de Dieu pour nous aider que simplement au niveau humain, ou même si on est dans la religion, mais de façon privative, c'est quand même mieux si c'est vécu ensemble. Hein, voyez. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, croissance, et puis, bon, enfin, vous pourrez faire vous-même les déductions dans vos réflexions et puis dans vos prières, dans votre raison. Voilà, ce qu'il faut, je rappelle, hein, donc, pour terminer, ce qu'il faut, c'est tout là, le but, c'est le bien-être des maisons au niveau de l'économie, mais le but final, on le sait, on l'a vu dans ces cours et on en reparlera, c'est le bien infini qui est Dieu et que nous sommes appelés à retrouver à la fin de notre vie, par un cheminement qui doit nous mener de plus en plus vers lui, et vivre cette terre en fonction de cela. Et je répète, pas en vivant une vie d'ascète, d'ermite du désert, ni en vivant dans l'opulence, mais dans une juste mesure, en considération du but. Voilà, alors à notre tendance, en visant ce bonheur merveilleux qui nous attend, et que nous obtiendrons justement si on a bien vécu notre vie sur la terre, selon la volonté de Dieu qui a toujours les meilleures idées, et voilà, en route vers cet autre monde où on sera vraiment très heureux, très très heureux, et les vacances éternelles. Hein. Voilà, fin de ce cours. Travaillez bien, priez bien, à bientôt, merci de votre attention.